à toutes et tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du Shift, le podcast politique qui décrypte l'actualité en 30 minutes. À chaque épisode, on essaye d'inviter des responsables politiques, des experts, mais aussi des citoyens pour nous éclairer sur les enjeux actuels du monde avec un regard écologiste et progressiste. Alors dans le premier épisode, on a parlé d'actualité internationale avec la députée européenne écologiste Saskia Brikmont, et dans ce deuxième épisode, on va un peu plus s'intéresser à ce qui se passe en Iran. Alors l'Iran, depuis décembre 2025, connaît une mobilisation inédite de la part de la population, des mobilisations qui ont commencé contre le pouvoir d'achat, qui s'écroulait totalement en Iran, mais qui se sont très vite transformées en manifestations contre le régime iranien. Une contestation qui a repris depuis fin décembre et depuis le nombre de morts ne cesse de croître. Selon l'ONG Human Rights Watch, plus de 3400 manifestants auraient perdu la vie. Alors on va essayer en moins de 30 minutes de comprendre comment cette révolte populaire a émergé, pourquoi est-ce qu'elle serait différente d'autres révoltes qu'il y a eu dans l'histoire de l'Iran, quel est l'état du régime iranien actuel, est-ce qu'il y a une chance qu'il tombe, et puis quel est le rôle des USA dans la région et quel rôle peut encore avoir l'Europe dans la situation sur place. C'est ce qu'on va voir dans ce deuxième épisode du Shift. Alors pour répondre à toutes ces questions, on accueille Jonathan Piron. Bonjour Jonathan. Bonjour. Tu es spécialiste donc du Moyen-Orient, chercheur chez Etopia et au GRIP, qui est le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. Et tu es aussi professeur en relations internationales à Liège. C'est donc un beau CV. Merci d'être là. Peut-être une première question. Pourquoi l'Iran comme centre d'intérêt dans ton parcours ? Alors moi je suis historien à la base et puis après mes études d'histoire j'ai fait un DEA en relations internationales et je devais choisir mon mémoire de fin de DEA. Je suis arrivé un peu tard et il ne restait en fait que l'Iran dans la liste, donc je l'ai pris un peu en disant je connais pas très bien, je connaissais rien du tout. Du hasard total quoi. C'est du hasard total et en fait ça a bien fonctionné puisque il a été bien reçu et on m'a proposé une publication à Paris et c'est à partir de ce moment-là donc que j'ai mis le pied à l'étrier et qu'aujourd'hui je continue à travailler, à publier sur le sujet. Et quand justement tu as commencé ton mémoire, c'est quoi qui en une fois t'a dit en fait c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup? Parce qu'en fait c'est un pays qui est fascinant mais qui génère aussi beaucoup de clichés et donc c'est intéressant justement de déconstruire, de voir un peu ce qu'il y a derrière. On parle beaucoup de l'Iran comme étant un pays qui nous est proche ou en tout cas sur lequel des sujets de société aujourd'hui en Europe occidentale rebondissent et donc je trouvais justement fondamental à la fois de comprendre ce qui se passe là-bas pour également en fait mieux déconstruire ce qui se passe ici. Et donc justement on va essayer d'aller plus en détail sur c'est quoi l'État iranien, parce qu'avant de parler des manifestations qui sont très grandes aujourd'hui en Iran, peut-être que c'est important de comprendre cet État iranien qui peut paraître assez compliqué en fait, parce que quand on parle d'Iran, on parle d'ayatollah, de guide suprême, de gardien de la révolution. L'Iran, elle est aussi un président, un parlement. Comment est-ce que tu décrirais aujourd'hui le régime iranien ? C'est une dictature avant tout. On est vraiment dans un système qui est dictatorial, qui est répressif, mais une dictature un peu particulière. Elle est hybride en fait avec des institutions qu'on appelle républicaines. Il y a des élections organisées de manière régulière au niveau national, au niveau communal, au niveau régional, mais tout est verrouillé en fait par ce qu'on appelle les institutions révolutionnaires qui font en fait tout simplement les éléments de la dictature autour du guide Khamenei. Et donc aujourd'hui d'ailleurs on ne parle pas en Iran d'élection mais de sélection, puisque ne peuvent se présenter que certains candidats. S'il y a un parlement qui existe, il n'y a pas du tout de débat démocratique, puisque tout, encore une fois, est verrouillé par les institutions de la dictature. Mais il y a quand même, en fait, ce caractère un peu hybride dans lequel aussi la population, finalement, réclame des droits qui existent sur papier, mais que le régime n'autorise pas. Et donc, ça explique aussi les séquences de protestation et de contestation qui sont régulières maintenant dans le pays. Mais donc, le Parlement iranien, c'est de la figuration totale, où il y a quand même des choses qui y sont décidées ou des affaires qui y sont gérées? C'est une figuration parce que les vrais pouvoirs échappent complètement au Parlement et même au président de la République. C'est le guide qui décide de tout. Mais il faut savoir qu'en Iran, il y a des factions conservatrices, pragmatiques, réformatrices qui s'opposent et parfois même violemment. Et ces conflits peuvent parfois aussi avoir lieu au sein du Parlement, ou notamment quand c'est un président réformateur qui est en place, et les ultra-conservateurs essayent en fait de le démettre, ou en tout cas de faire démissionner les ministres. Mais néanmoins, le Parlement n'est pas du tout un espace démocratique. Et donc tu dis que la plupart des décisions se prennent justement au niveau du guide suprême. Ce guide suprême, ou en tout cas le régime iranien qu'on connaît aujourd'hui, il a été instauré après la révolution populaire de 1979. Et donc à ce moment-là, voilà, le peuple est massivement dans les rues pour demander la fin de la monarchie, pour demander la démission du Shah d'Iran. D'ailleurs, je le précise quand on parle du Shah d'Iran, parce que je parlais justement pour préparer ce podcast avec un ami, et je parlais du Shah d'Iran, il me dit c'est quand même marrant un peuple qui vénère un chat. Et qui pensait à l'animal, mais donc le Shah d'Iran, si tu peux en dire quelques mots, c'est un empereur.
C'est un souverain, c'est un monarque, et les Iraniens aussi sont très jaloux de leur histoire. Ils font d'ailleurs remonter en fait le régime impérial jusqu'à plusieurs centaines, si pas plusieurs milliers d'années, notamment avec des grandes figures comme Cyrus ou Xerxès, qu'on a vu d'ailleurs dans des films qui démontaient, qui étaient un peu anachroniques, complètement à côté de la plaque. C'est 300, non, le film où il y a Xerxès. Qui a été en fait très mal reçu en Iran parce qu'il donne justement une vision assez xénophobe, parce que les Iraniens sont très fiers en fait de leur identité nationale. Mais le dernier régime impérial qui a été renversé en 79, en fait, il ne date que de 1921, à la suite d'un coup d'État. Et donc, c'est quand même aussi une relation assez particulière. D'ailleurs, il y a eu aussi des critiques à l'égard du fils Pahlavi durant les dernières manifestations. On reparlera justement de cette nostalgie de la période du Shah. Mais donc, on revient à 1979. Donc, il y a ces révoltes, il y a cette révolution massive, en fait, en Iran. Le Shah est démis de ses fonctions, il fuit le pays. Et alors, on a l'ayatollah Khomeini qui arrive et qui directement propose un référendum pour instaurer justement cette république islamique. Et le référendum, je pense, c'est à 99% qu'il est voté oui et que les Iraniens veulent ça. Comment on passe de 1979, tout le peuple semble être d'accord d'aller vers ce régime-là, à aujourd'hui, ce régime est hyper contesté en Iran? On est passé d'une dictature à une autre, mais aussi il faut bien comprendre qu'avec la révolution de 79, c'est pas tout le peuple qui demande l'avènement d'un régime islamique. La révolution en fait a été beaucoup portée par des mouvements démocratiques, laïques, progressistes de gauche, et en fait Khomeini et les islamistes sont venus kidnapper en fait la révolution en instaurant notamment un régime de terreur, en prenant aussi le contrôle du pouvoir et en éjectant petit à petit en fait l'opposition révolutionnaire qui s'est retrouvée en exil. Et donc c'est vraiment en fait cet enlèvement vraiment en fait du principe de la révolution pour l'instauration d'un régime islamique qui explique aujourd'hui l'avènement du régime iranien tel qu'on le connaît, et qui explique aussi les contestations qui existent d'ailleurs depuis très longtemps en Iran, puisque la population réclame ses droits et demande aussi la chute d'un régime qui est corrompu et qui est perçu comme ne respectant plus du tout la volonté populaire. Et justement, aujourd'hui, pourquoi spécifiquement les Iraniens manifestent et sont massivement dans les rues? Et qu'est-ce qui est différent avec des mouvements qu'il y a pu avoir dans le passé en Iran? Il faut savoir en fait que des manifestations en Iran, il y en a très régulièrement, à peu près toutes les semaines. Des manifestations sont autorisées d'enseignants, d'infirmières, de retraités qui demandent le versement de leur salaire, qui demandent leurs droits. Ici, en fait, on est depuis maintenant 10 ans dans des cycles de contestation nationale qui reviennent à peu près tous les 3 ans. Il y a eu en 2022, on s'en souvient, le mouvement Femmes Vie Liberté avec l'assassinat de Mahsa Jina Amini qui a déclenché une grande émotion qui a abouti à des grandes manifestations. Qui était parce qu'elle avait été arrêtée par la police parce qu'elle portait mal le voile, c'est ça, et qui ensuite... Qui a été tuée dans les locaux de la police, en fait, sous les coups des régimes des forces de sécurité. Et donc, en effet, ça a déclenché une grande émotion populaire avec des manifestations inédites, en fait, dans l'histoire du pays. Mais déjà en 2017-2018, en décembre et en janvier, il y avait également eu des manifestations sociales et économiques un peu semblables à celles qu'on a vues. Mais la différence de celles qui ont eu lieu ici début d'année, c'est leur ampleur et aussi le caractère très politique, avec des manifestants qui demandaient la chute du régime, mais aussi avec une réponse des autorités qui a été plus que de la répression, c'est de la brutalisation. C'est vraiment faire mal pour faire mal et marquer au fer rouge auprès de la population l'idée même que se révolter, en fait, devient dangereux pour vous. C'est une utilisation de moyens de répression dans un caractère massif, en fait, pour justement essayer de supprimer toute envie prochaine de révolution de la part de la population. Et cette violence que tu décris du régime envers les manifestants, est-ce que c'est la seule chose qui permet au régime iranien de tenir aujourd'hui? Ou est-ce que le régime a quand même toujours une base de soutien idéologique assez importante dans la population? On sait difficilement, en fait, sonder la population iranienne parce qu'en effet, on est dans une dictature, donc les sondages sont pas libres. Néanmoins, on a quelques indicateurs, notamment parce que des documents fuitent de la part du régime. Il a par exemple mené une espèce d'enquête nationale il y a 2 ans qui n'a pas voulu rendre public, mais on a quand même eu des informations et on voit en fait que 30% de la population est certaine maintenant que le régime ne sait pas se réformer. Et on a aussi eu l'année dernière des élections présidentielles où, pour la première fois dans l'histoire de l'Iran, il y a eu 60% de taux d'abstention. Et donc on voit vraiment qu'une grande partie de la population n'y croit plus, n'adhère plus au régime, et surtout la génération Z, les jeunes aujourd'hui qui considèrent d'ailleurs que l'avenir est complètement bouché et que le régime est incapable en fait de se réformer. D'ailleurs, il faut bien savoir aussi que les dirigeants actuels sont très vieux et qu'il y a une fracture de plus en plus grande d'ailleurs entre la jeunesse et le régime en place.
Mais il y a quand même encore une base qui reste présente. D'ailleurs, aux dernières élections présidentielles, ce sont 12 millions d'électeurs iraniens qui ont voté pour un candidat ultra-conservateur, ultra-nationaliste. Et donc, outre la clientèle autour notamment des gardiens de la Révolution qui sont en état dans l'État, il y a quand même encore aussi une base sociale très dure qui est prête à soutenir le régime. Maintenant, on ne sait pas jusqu'où. Et d'autant plus qu'avec les manifestations récentes, il y a certainement aussi de nouvelles fractures qui sont apparues au sein de la population également conservatrice. Tu parles des gardiens de la Révolution. C'est quoi exactement les gardiens de la Révolution? Parce que c'est un truc qu'on entend, on comprend que c'est grosso modo les méchants, si on veut caricaturer. Mais c'est quoi cet État dans l'État? Alors, à la base, les gardiens de la Révolution, ils ont été mis en place par Khomeini à la suite de la Révolution de 79 comme force paramilitaire. Parce que Khomeini n'avait pas confiance dans l'armée régulière, qui pensait n'être pas fiable. Khomeini, qui est donc l'ayatollah qui est revenu en 1979 après la Révolution. Et qui a instauré la République islamique et qui a éjecté les mouvements d'opposition. Et donc, avec les gardiens de la Révolution, il avait une espèce de milice idéologique, en fait, qui était à son service et qui d'ailleurs ne dépend que de lui. Et en fait, petit à petit, au fur et à mesure, dans les années 90 et 2000, les gardiens de la Révolution sont aussi devenus un puissant acteur économique, politique, industriel. Ils ont tous les gros contrats, en fait, notamment l'aéroport de Téhéran, des barrages. Ils sont profondément corrompus et ils sont aussi très marqués idéologiquement. Et donc aujourd'hui, c'est un État dans l'État parce qu'ils décident de beaucoup de choses, notamment aussi des ambassadeurs qui sont placés au Moyen-Orient. Ce sont aussi les forces de répression, ce sont eux qui ont les plus gros moyens militaires. L'armée régulière est sous-financée, les gardiens de la Révolution pas. C'est eux notamment qui contrôlent le programme des missiles balistiques et le programme nucléaire. Mais justement, sur cette chute du régime, est-ce que les manifestations massives actuelles en Iran pourraient provoquer cette chute du régime comme on l'a vu en 79, ou est-ce que tous les ingrédients ne sont pas encore réunis pour ça? Non, les ingrédients ne sont pas réunis. D'ailleurs, les manifestations ont été réprimées et depuis plusieurs jours, les quelques informations qui arrivent d'Iran montrent que les forces de sécurité ont repris le contrôle des rues. Parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais pour l'instant, en tout cas, jusqu'il y a quelques jours, il y avait un blackout médiatique total avec la presse qui n'avait pas accès et surtout la population sur place qui n'avait pas accès à Internet et donc qui ne savait pas partager des nouvelles de ce qui se passait là-bas. En effet, d'ailleurs, quand on essaye d'envoyer des messages sur WhatsApp ou sur Telegram, qui sont les principaux réseaux sociaux utilisés en Iran, il n'y a pas de réponse. Et donc, on n'a juste que des fragments d'informations, mais néanmoins, qui montrent qu'il y a eu une répression féroce. On parle de milliers de morts, de dizaines de milliers de personnes arrêtées, mais néanmoins, ce n'a pas encore été un mouvement révolutionnaire parce qu'il n'y a pas eu la masse critique nécessaire en fait dans les rues pour faire tomber le régime, et surtout parce qu'il n'y a pas eu de défection au cœur du système qui pouvait alors entraîner un effet en cascade et amener justement à une transition de pouvoir. Les ingrédients n'ont pas été réunis, néanmoins c'est un moment inédit par son ampleur, par la répression et par le message politique qui était porté derrière par les manifestants. Donc justement sur les défections au sein de l'appareil militaire, ce qui a pourtant un seuil critique, parce que je lisais qu'il y avait, il me semble, entre 5 et 10 000 soldats qui avaient quand même déserté, ou voilà, on n'est pas sûr de ces chiffres, ou il y a quand même quelque chose qui se passe? On n'est pas du tout sûr de ces chiffres, d'autant plus qu'en fait, il y a beaucoup de rumeurs en fait qui ont circulé sur les réseaux sociaux, et notamment sur Twitter. Et Twitter n'est pas du tout utilisé par les Iraniens de l'intérieur du pays, mais beaucoup par la diaspora, en fait, qui est présente en Europe et aux États-Unis. Diaspora qui a souvent aussi un intérêt politique et qui donc parfois essaye de surinterpréter certains événements en sa faveur, ou qui parfois essaye de désinformer aussi. On a clairement vu des exemples de désinformation, notamment sur cette idée que Khamenei allait fuir le pays pour la Russie, qu'il y avait des défections au cœur du système, qu'il y avait des millions d'Iraniens dans les rues. Ça n'a pas été le cas. Là, visiblement, le régime a tenu. Maintenant, ce n'est qu'un sursis. La question ne va pas être si de nouvelles manifestations vont éclater, mais quand, et est-ce que cette fois-ci, elles permettront d'aller jusqu'au bout de la logique et la chute du système? On ne sait pas, mais en tout cas, on sait qu'aujourd'hui, le régime ne repose plus vraiment sur une adhésion populaire. Donc là, pourtant, on est dans une sorte de creux de la vague, entre guillemets, où elle s'est un peu affaiblie, mais à tout moment, elle peut redémarrer. Oui, il suffirait notamment d'un événement symbolique. Ici, on l'a vu en décembre dernier avec l'effondrement de la monnaie iranienne. Il y a 3 ans, c'était avec la mort de Mahsa Amini. Il y a quelques années, c'était également avec des demandes du gouvernement de couper des subsides sur l'essence. Et donc, en fait, l'Iran est devenu une poudrière. La population n'en peut plus, elle est épuisée. Les jeunes considèrent qu'ils n'ont pas d'avenir, d'autant plus que les sanctions internationales sont derrière et les Iraniens ne peuvent pas partir à l'étranger. Et donc, le ressentiment aujourd'hui et la colère sont telles que les aspirations à un changement de pouvoir sont vraiment présentes.
Mais le verrou institutionnel est toujours là, et les instruments de répression également. Tu parles de ces différentes vagues de manifestations qu'a connu l'Iran et qu'en fait on a quand même vachement aussi suivi, j'ai l'impression, en Belgique, en Europe et on va dire dans l'Occident de manière générale. Surtout en 2022, c'était vraiment un des cœurs de l'actualité avec la mort donc de cette jeune femme parce qu'elle avait mal porté son voile. Face à ce qui se passe là-bas, face aussi à cette répression qui est très très sanglante en Iran, est-ce que nous, Européens, on doit pour toi intervenir ou faire quelque chose? Ça dépend de ce qu'on définit en fait comme intervention. Ce qui est primordial, et d'ailleurs ce que les Iraniennes et les Iraniens demandent, c'est qu'on relaie leurs témoignages, qu'on relaie leurs paroles et qu'on ne la déforme pas. Bon, le problème ici en Europe, c'est que souvent on a une interprétation erronée de ce qui se passe en Iran, on voit ce qu'on voudrait voir et pas ce qui s'y passe. Qu'est-ce que tu dirais qui est erroné, qu'on voit ou qu'on a comme a priori sur ce qui s'y passe? La question des femmes notamment est souvent mise en évidence à travers une espèce de projection qui est très occidentalo-centrée, également à travers une conception de la population iranienne qui est très orientaliste. Alors c'est évident aussi qu'il y a des aspirations à la liberté, et elles sont indéniables, il faut les défendre de la part de la population iranienne, mais aussi il faut essayer d'écouter par rapport à leur contexte, à leurs besoins, à leurs demandes aussi, ce que les Iraniens souhaitent. On a vu notamment aussi beaucoup de débats sur les réseaux sociaux, notamment portés par la diaspora pro-monarchie. Les manifestants demanderaient le retour du Shah, et en fait, quand on étudie un peu plus à partir des informations qui nous parviennent, on voit que c'est pas du tout ce retour à un Iran impérial qui était souhaité, mais qu'en fait, les slogans pro-Shah étaient plus une espèce de contre-discours, un outil qui était facilement à disposition pour les manifestants, justement pour s'opposer au régime islamique. Et donc, il faut en fait justement essayer de sortir de la lecture superficielle qu'on a souvent sur l'Iran pour comprendre ce que représente la société iranienne, ses aspirations à la liberté et à l'égalité, mais qui sont également à partir de leur propre contexte. Et donc, aujourd'hui, on a souvent cette attitude qui déforme la réalité parce que nous avons un prisme de lecture qui finalement ne rend pas service à la population iranienne. Et justement, tu parlais de la diaspora royaliste qui appelle au retour du Shah et qui dit que les gens dans la rue demandent le retour du Shah. Donc, si je me trompe pas, dans la diaspora, on peut identifier deux courants. Il y a le courant monarchiste, celui qu'on vient d'expliquer, et le courant républicain qui, lui, veut instaurer, on va dire, une démocratie au sens occidental du terme. Oui, il y a différents courants. Ce sont les deux principaux. Il y a aussi d'autres mouvements comme les Moudjahidines du peuple, mais qui sont déconsidérés. On voit aussi que les mouvements pro-monarchie, ce sont ceux qui sont exilés en 79, et que les mouvements républicains, ce sont ceux qui ont fait la révolution de 79, mais qui ont été exilés après Khomeini. Et en fait, ces deux courants ne parviennent pas à s'entendre, puisque justement, les mouvements républicains, ce sont ceux qui ont combattu le régime impérial et donc ne souhaitent pas son retour. Le problème, en fait, de la diaspora aujourd'hui, c'est qu'elle est fragmentée et qu'ils ne parviennent pas justement à trouver un projet politique commun, que la figure aussi de Pahlavi est souvent un repoussoir pour toute une série de mouvements, et que d'ailleurs lui-même aussi... Pahlavi qui est l'héritier du Shah qui a été destitué en 79. Et qui se présente comme étant l'avocat justement de la transition, comme étant le leader naturel, mais avec beaucoup de gestes, de postures maladroites et aussi de déclarations qui sont parfois très mal vécues, aussi bien à l'intérieur de la diaspora qu'à l'intérieur de l'Iran. Donc quand on présente Pahlavi, c'est Reza Pahlavi qui habite aux États-Unis, quand la presse ou quand de manière générale on entend que ça pourrait, on va dire, être le sauveur, il faut faire très très attention à ce discours. Oui, parce que c'est une construction politique aussi. On sait qu'il est soutenu par différents acteurs conservateurs aux États-Unis, mais également en Israël, qu'il a toute une communication politique qui est très présente et très bien organisée sur les réseaux sociaux, avec également des relais d'opinion qui se trouvent en France et en Belgique. Mais quand on voit, notamment dans les informations qui nous parviennent d'Iran, les critiques sont très fortes en fait de la part de certains Iraniens. Des slogans d'ailleurs ont été lancés dans les manifestations récentes où c'était ni Mollah ni Shah. Et nous ne voulons pas passer d'une dictature à une autre. Néanmoins, il y a quand même une espèce de nostalgie auprès de la population iranienne de l'époque impériale, parce qu'en fait, ce sont beaucoup de jeunes aujourd'hui qui vivent en Iran, la génération Z, mais aussi une grande partie de la population qui n'a pas connu le régime impérial et qui a un peu cette idéalisation de ce qui existait avant 79, parce que les frontières du pays étaient ouvertes, la population pouvait voyager aux États-Unis. Et donc, dans cette idée un peu ancienne de ce que devait représenter l'Iran, le régime impérial apparaît vraiment comme cette nostalgie en fait à laquelle on s'engage sans nécessairement vouloir le retour de la situation politique telle qu'elle existait à ce moment-là. Une dernière chose sur laquelle j'ai envie de te faire réagir, c'est ce post de Théo Franken. Il a publié ça le 12 janvier, donc Théo Franken qui est maintenant j'oublie, secrétaire d'État, ministre de la Défense. Ministre de la Défense, voilà, ministre de la Défense. C'est bien, je prépare bien mes interviews.
et qui fait ce post, je te le donne, où il poste en fait une image d'un océan qui est vide, avec comme légende, je le traduis puisque c'est en néerlandais, Greta Thunberg sur sa flottille pour aller aider les Iraniens. Et en fait, il y a juste un océan vide, il n'y a pas de flottille. C'est encore une fois de l'opportunisme, de l'instrumentalisation d'une cause pour des intérêts politiques ici. C'est continuer aussi à voir la population iranienne non pas comme des sujets, mais comme un objet. Il y a eu des manifestations ces derniers temps sur ce qui se passe en Iran, à Paris, à Bruxelles, des rassemblements devant la gare centrale. Alors oui, il n'y a pas eu de grands mouvements de manifestation comme on l'a vu sur la question palestinienne. Maintenant, ce sont aussi deux enjeux qui ont des contextes de mobilisation qui sont très différents. Moi aussi, je me souviens durant le conflit civil en Syrie qu'on était très peu à manifester, à être présents. Et donc ça ne veut pas dire en fait qu'on doit amener les causes à être en concurrence. Ce sont aussi les objectifs et les propositions qu'on défend. Et je vois que, en tout cas dans les mouvements progressistes de gauche, il y a des mêmes standards en fait sur les demandes concernant les populations concernées dans la région. Par rapport à d'autres mouvements de droite aussi qui parfois ont des doubles standards qui finalement se désintéressent de ce que les populations de la région souhaitent et aspirent. J'ai 5 questions pour toi qui vont un peu résumer de tout ce dont on a parlé. Et à chaque fois, je vais te demander de répondre en 2-3 phrases, 15-20 secondes. Ton avis du coup sur ces 5 différentes affirmations. La première, l'Occident doit intervenir militairement en Iran. Non. Parce qu'en fait, ça n'aiderait pas justement à changer le régime, ça va peut-être justement radicaliser encore les plus durs. Ce qu'il faut faire plutôt, c'est donner les moyens à la population d'avoir en fait les finances nécessaires aussi pour, par exemple, soutenir les mouvements de la société civile et aussi parvenir à changer les choses par l'élargissement de la base mobilisable dans la rue. Mais une intervention militaire n'aiderait certainement pas, en tout cas, à faire tomber le régime des Mollahs. L'Iran a le droit d'avoir l'arme nucléaire? Non. Parce que c'est une interdiction internationale. Il existe justement des traités de non-prolifération que l'Iran a signés. Et si l'Iran se dote de l'arme nucléaire, en fait, on verra la prolifération dans toute la région avec l'Arabie Saoudite, la Turquie, l'Égypte aussi peut-être vouloir l'arme nucléaire. Et on sait que cette course à l'armement nucléaire, en fait, c'est l'Armageddon en fait, de notre système international. La prochaine grande révolution en Iran ne sera pas politique, mais climatique. C'est une bonne question. Maintenant, le changement climatique ne crée pas les conflits. C'est un accélérateur de menaces et donc on voit aujourd'hui que les conflits environnementaux ont d'abord une essence politique. On a vu récemment des manifestations socio-climatiques éclater en Iran, mais on sait que la région va être profondément touchée en 2050 par un effondrement environnemental et donc peut-être qu'en effet cette détérioration du climat nourrirait de prochains mouvements de contestation. Les sanctions internationales contre l'Iran sont une bonne chose? C'est une question qui se pose en fait, et donc ça dépend en fait qui on vise. Donc là je vais répondre oui et non, parce qu'en effet il faut empêcher le régime de continuer à déstabiliser la région, et donc sanctionner par exemple les gardiens de la révolution, ça peut être une bonne politique, mais on voit également qu'aujourd'hui les sanctions touchent très fortement la population, qu'aujourd'hui la population en Iran est très appauvrie. Or, on sait justement qu'une classe moyenne appauvrie n'a pas le capital financier que pour se mobiliser. Et donc, il faut justement donner des moyens à cette population de s'en sortir. C'est peut-être ça aussi qui enclenche les mouvements populaires qui aboutissent à la chute d'un régime. Le soutien de la droite et de l'extrême droite aux femmes iraniennes est hypocrite? Je pense que dans une certaine mesure, il y a une forme d'hypocrisie. Il y a quand même une sincérité, mais qui parfois est contre-productive parce que une grande partie de ces mouvements plaquent leur propre vision par rapport à la femme, sans tenir compte aussi de la manière dont les Iraniennes considèrent leur propre rôle. Et donc moi, j'ai été frappé, durant le mouvement Femmes, Vie, Liberté, de voir avancer dans les rues des femmes voilées, des femmes dévoilées, qui demandaient en fait simplement une seule chose: nous avons et nous demandons la liberté de choix. Tu parlais du fait que l'héritier du Shah qui vit aux États-Unis est soutenu par des forces conservatrices aux États-Unis, mais ailleurs aussi. Quels sont les intérêts que vont avoir des pays ou des groupes conservateurs à soutenir justement le retour d'une monarchie en Iran? Et plus précisément, pourquoi est-ce qu'on voit notamment Trump qui appelle sur son réseau Truth Social qui incite en fait les Iraniens à aller dans la rue à contester le régime? Quel intérêt il y voit et pourquoi c'est essayer de s'immiscer comme ça dans les affaires iraniennes? Les intérêts sont variés parce qu'on sait dans le milieu des ultra-conservateurs américains, certains soutiennent le fils Pahlavi, d'autres soutiennent les Moudjahidines du peuple, qui sont une secte islamiste marxiste. Alors ça paraît curieux, mais ça existe. Et ces deux mouvements, en fait, s'affrontent et se détestent. Quand on étudie aussi la position de Trump, il faut voir Trump également comme, encore une fois, dans sa lecture des relations internationales qui est basée uniquement sur ses propres intérêts, sur son ego, sur une vision du rapport de force.
et sur les coûts, comme il a fait au Venezuela. Et donc, il avait certainement aussi l'ambition de réaliser la même chose en Iran, avec un pouvoir qui lui serait soumis, sans nécessairement vouloir une alternative démocratique. D'ailleurs, il n'est pas clair, en fait, dans son soutien à l'égard du fils Pahlavi. D'autres milieux conservateurs, en fait, sont peut-être un peu plus transparents sur leurs intentions. Notamment, on sait qu'Israël soutient également le retour du fils du Shah, parce qu'il verrait justement un Iran affaibli, un peu soumis à ses intérêts. Et on sait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, l'hégémonie israélienne est perçue comme mettant l'objectif de politique étrangère du gouvernement d'extrême droite de Netanyahou, même si on sait également que d'autres États de la région, comme par exemple l'Arabie Saoudite et certains États du Golfe, ne voudraient pas d'un Iran qui s'enfonce dans le chaos ou dans l'instabilité, parce que cela amènerait également toute série de conséquences directes ou indirectes, néfastes pour le propre intérêt. Donc c'est en fait plein d'intérêts divergents qui se retrouvent pour le moment à l'égard de l'Iran, mais où certains pays envisagent très clairement avec... je vais dire, des intérêts certains, un affaiblissement régional de la République islamique et du régime, qui reste quand même aussi un instrument de déstabilisation au Moyen-Orient actuel. Bah donc tu as parlé d'Israël, tu as parlé des États-Unis et de leur intérêt qu'ils pourraient avoir en Iran. Dans tout ça, l'Europe, où est-ce qu'elle se situe? Est-ce qu'elle a quelque chose pour toi à faire? L'Europe, c'est un peu la question qu'on pose en fait sur plein d'autres dossiers, notamment sur la question des relations américaines, où est la place de l'Europe. On le voit avec le Mercosur, que peut faire l'Europe par rapport à la Russie, par rapport à l'Ukraine, mais aussi donc par rapport au Moyen-Orient et à l'Iran. Et on voit en fait que l'Europe a beaucoup de moyens, mais finalement peu de leviers. Et donc l'Europe peut jouer un rôle dans la région, notamment par sa capacité de médiation, par son poids politique quand même, qui reste aussi présent. Mais c'est vrai qu'ici, par rapport au dossier iranien, et notamment sur la question du nucléaire ou de la levée des sanctions, ce sont les États-Unis et donc Trump en fait, qui ont les vrais moyens de changer les choses. Néanmoins, on a quand même des outils à notre disposition. On peut par exemple réfléchir aussi à comment soutenir efficacement la population iranienne qui est persécutée, comment soutenir aussi les mouvements de la société civile en Iran qui sont indépendants, qui peuvent représenter une alternative. Et là, en fait, on vient dans l'angle des propositions politiques qui peuvent avoir des effets directs et indirects en faveur de la population qui demande la chute du régime. On parle souvent donc tu as parlé du programme nucléaire iranien, et c'est notamment suite au fait qu'on a découvert au début des années 2000, si je ne me trompe pas, que l'Iran développait en fait des infrastructures pour avoir l'arme nucléaire. Et suite à ça, les États-Unis ont imposé d'énormes sanctions. Je crois que l'Iran doit être un des pays les plus sanctionnés dans le monde. Est-ce que ces sanctions, elles ont été efficaces? Est-ce qu'elles ont servi à quelque chose quand on voit que en fait, elles sont prises en 2002, en 2003, on est en 2026, et l'Iran en fait développe toujours de la capacité nucléaire et est toujours sous ce régime dictatorial qui n'est pas favorable à la population. Alors, est-ce que l'Iran veut l'arme nucléaire? Il semble que la décision politique n'ait jamais été franchie. Mais l'Iran, en tout cas, s'est doté d'un programme nucléaire ambitieux, notamment civil, avec la construction d'une centrale nucléaire, mais également tout un objet de recherche qui l'amène à contrôler tout le cycle nucléaire. Et avec aussi de l'enrichissement qui lui fait dépasser ce qu'on appelle le seuil qui est utile pour du nucléaire civil. Et donc, on a vu notamment des taux d'enrichissement atteindre les 60%, ce qui est en fait complètement absurde si on veut faire du civil et même de la recherche médicale. Par contre, pour une arme nucléaire qui a besoin de 90% de taux d'enrichissement, là, on est dans un autre monde. Mais l'ambition de se doter d'une arme nucléaire, il semble en fait qu'elle n'est plus présente depuis de très nombreuses années, depuis la fin des années 2010, peut-être même le début des années 2000. Il y a eu un grand accord qui a été conclu en fait en 2015, l'accord sur le nucléaire avec les États-Unis, mais aussi les Européens, pour contrôler justement ce programme et amener le taux d'enrichissement à un niveau correct, et aussi la production nucléaire dans des optiques purement civiles. Mais c'est Trump, en fait, qui a mis par terre cet accord durant son premier mandat et qui a amené justement en fait l'Iran à redévelopper son programme d'enrichissement et c'est justement de retrouver également des ambitions nucléaires. Donc la situation actuelle sur la question nucléaire, elle dépend quand même aussi beaucoup de cette décision unilatérale de Donald Trump. Alors maintenant, est-ce que le programme nucléaire iranien pourrait encore se développer? On a vu qu'il y a eu des frappes américaines et israéliennes l'année dernière pour essayer de le limiter. Mais la technicité est telle qu'aujourd'hui, même si le programme nucléaire est retardé, il n'est pas annulé. Et on se pose aussi la question, dans le contexte régional instable actuel, des frappes aussi potentielles sur l'Iran, si certains durs du régime ne voudraient pas justement se doter de l'arme nucléaire pour sanctuariser le territoire. Merci beaucoup Jonathan pour toutes tes réponses. Alors dans le Shift, on pose toujours une dernière question à nos invités. C'est si tu devais aujourd'hui changer quelque chose dans le monde, tu changerais quoi? Je pense en fait qu'il faut surtout sortir de l'infantilisation dans laquelle on est en train en fait de mettre aujourd'hui une grande partie de la population. Infantilisation qui passe notamment par les intérêts d'acteurs néoconservateurs derrière lesquels on retrouve Trump, mais aussi Musk ou des grands lobbies qui souhaitent justement en fait détruire la capacité de penser. Et c'est justement en fait en redonnant du temps à la réflexion, à la mobilisation,
et en donnant aussi des moyens aux mouvements sociaux et politiques, aux corps intermédiaires, qu'on peut continuer à défendre notre démocratie et éviter en fait l'effondrement climatique ou géopolitique qui nous menace actuellement. Merci Jonathan. Alors je rappelle, Jonathan Piron, tu es spécialiste du Moyen-Orient, chercheur chez Etopia et au GRIP. C'est donc la fin de l'épisode 2 du podcast du Shift. J'espère que maintenant vous y voyez un peu plus clair sur la situation en Iran, quelle piste de solution aussi pour le peuple iranien qui est dans les rues. Je rappelle que le premier épisode du Shift est disponible sur YouTube, sur Spotify et sur Apple Music. Ce deuxième épisode le sera aussi. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager ou à nous envoyer vos réflexions et vos questions ou vos pistes d'amélioration pour ce podcast. Merci beaucoup et à la prochaine.